la population, le pourcentage de population qui contribue à une révolution, ce sont des recherches qui ont été menées par des chercheurs qui ont étudié les soulèvements populaires sur 400 ans, 4 siècles, plusieurs centaines de révolutions. Il n'a fallu que 3% de la population pour faire tomber un régime ou pour changer un gouvernement à travers un soulèvement populaire. Et le soulèvement dans le temps moderne se fait de différentes façons. Ce n'est pas tout le temps que les gens sont dans les rues. Des fois même les gens ne sont pas forcément dans les rues. Mais dans certains cas, il faut que les gens y soient. Mais nous avons tendance à confondre les tactiques. À penser que la tactique substitue en fait la résistance. Ou quand on parle de résistance, les gens vous disent oui, sortez, il faut sortir seulement. Non. Il n'a pas toujours fallu sortir pour obtenir le changement, mais des fois il le faut. Ce qui est important, c'est la participation de tous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit le boycott, que ce soit le refus de prendre part à certaines initiatives de ce régime, que ce soit la pression sur eux, l'intimidation sur eux. Nous devons être nombreux à participer de la façon dont nous nous sentons le plus capables de participer et de contribuer. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de pied de courir. Donc, dans la mesure de nos possibilités, nous devons trouver le moyen de contribuer et de participer. Alors, si pour vous, marcher dans la rue vous fait peur, il y a d'autres moyens de contribuer à la résistance qui n'exigent pas que vous marchiez dans la rue. Mais il y a des personnes qui, même s'il y a 1 million de militaires dehors, eux, ils sont prêts à marcher. Ce que nous ne devons pas faire en tant que peuple, c'est capituler, croiser les bras, tout simplement parce qu'une seule tactique nous fait peur. Si le régime organise des concerts et que vous ne participez pas, c'est la résistance. Si les barons des régimes ont construit des entreprises, des boutiques, des magasins et que vous n'achetez pas chez eux, vous boycottez leur business, c'est la résistance. Si vous décidez d'écrire des articles, d'animer des blogs pour dénoncer ce qu'ils font, c'est la résistance. Si vous voulez écrire aux institutions, mettre la pression sur les différentes institutions au Togo, c'est la résistance. Si vous voulez gréver, c'est la résistance. Si vous voulez faire des posters ou des graffitis pour dénoncer l'abus, c'est la résistance. Ou pour proclamer la liberté du peuple, c'est la résistance. Si vous voulez chanter, c'est la résistance. Si vous voulez même dormir 24 heures sur 24 en vous disant que moi, je ne sors plus de chez moi, tant que Faure Gnassingbé n'accepte pas la nouvelle constitution que le peuple lui demande, c'est la résistance. On ne peut pas, parce qu'on est allergique à un produit, refuser de manger. Vous allez mourir de faim. Quand on ne peut pas choisir une tactique, on peut trouver des alternatives. Mais c'est quand on se retire tout simplement de la résistance, parce qu'une seule tactique vous fait peur, c'est là qu'on est un soumis. C'est là qu'on trahit la lutte. C'est là qu'on trahit la génération à venir. C'est là qu'on est un couard, un peureux, un poltron, un inutile. La résistance se fait en fonction des capacités des uns et des autres. On dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une dame de nationalité française, je crois. Elle était ingénieure. Son nom m'échappe maintenant. Mais, c'était quoi son histoire? Elle travaillait à l'époque en tant qu'ingénieure dans une usine, non, dans un atelier de réparation des avions de guerre allemands. Elle était très jeune, elle avait 24 ans. Et elle était la seule femme ingénieure de l'équipe.
Comment est-ce qu'elle contribuait à la résistance du peuple français contre l'occupation nazie? Elle torpillait les avions de guerre allemands. Elle déboulonnait certaines choses pour que l'avion, quand les militaires allemands soient dedans, puisse faire un crash. Moi, je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Hein. Les dictateurs qui sont au Togo, nos dirigeants, là, ils ne conduisent pas des voitures. On n'a pas de mécanicien au Togo. C'est juste une seule idée. Hein. Pour vous dire que quand on veut, on peut. Quand on ne veut pas, on dit non. La résistance se fait à chaque niveau en fonction de ses capacités. Si cette dame était sortie pour aller dire « Je ne veux pas de Hitler, à mort Hitler, à mort les nazis », elle aurait été assassinée. Mais cette dame, en étant dans cet atelier de réparation des avions allemands, a contribué plus à la résistance que beaucoup d'hommes français qui étaient au front avec des armes à la main. Alors ce n'est pas les idées qui doivent nous manquer. Si nos grands-parents, comme je le dis toujours, ont su résister à l'une des plus grandes puissances de ce monde, qu'est la France à l'époque, parce qu'aujourd'hui elle ne sert à rien. À une époque où il n'y avait pas d'électricité, il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas d'internet. Dire aujourd'hui que les semi-lettrés, les analphabètes, les incultes que Faure Gnassingbé a ramassés pour peupler son parlement et son armée là, les déchets intellectuels là, sont des gens qui sont plus forts et plus intelligents que nous. C'est une insulte à notre intelligence. Moi, je refuse qu'on me dise que ces cancres chroniques sont les plus intelligents du Togo. Et que nous, en tant que peuple, les 8 millions d'autres que nous sommes, nous ne sommes pas capables de résister à ces cancres. Qui eux-mêmes savent que si ce n'était pas nomination politique, eux, ils ne serviraient à rien. Vous ne pouvez même pas nettoyer les chaussures de quelqu'un. Alors, je pense que j'ai assez parlé. Avant de vous laisser parler, de vous laisser partir, pardon, ce que je vais vous dire, c'est que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un État libre. Quand Charles de Gaulle organisait la résistance contre les Allemands, il vivait à Londres. Quand Ayatollah Khomeini a organisé la plus grande révolution que l'Asie ait connue dans les années 70, la révolution iranienne, il vivait à Paris. Quand Robert Mugabe a commencé sa résistance, il vivait au Ghana. Quand il avait commencé sa résistance, excusez-moi, je pense que j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Quand Robert Mugabe a commencé sa résistance contre les Anglais pour libérer la Rhodésie et créer le Zimbabwe, il vivait au Ghana. Même Julius Nyerere, qui a libéré la Tanzanie, vivait entre-temps au Ghana, en exil. Il fut une époque où la plupart des leaders de l'ANC qui ont libéré l'Afrique du Sud vivaient au Mozambique et en Tanzanie. Quand Simon Bolivar, qui a libéré plus de la moitié des pays de l'Amérique latine, à savoir le Venezuela, la Colombie, la Bolivie, qui fut nommée après lui, le Pérou, l'Équateur, l'Antigua, il vivait en Jamaïque. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la présence ou l'absence d'un individu sur un terrain de combat ne définit pas forcément son rôle dans ce combat.